une table ronde sur le sujet de la banque et de la finance qui va durer 1 heure. Et ensuite, il y aura une courte présentation sur ce qui suivra, plus une ou deux annonces logistiques. Et j'en fais une micro, qui est des lunettes qui ont été oubliées dans le couloir. Si c'est à quelqu'un, je suis là. À vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour. Je m'appelle Karine Girard. Je suis professeure de finance en ingénierie financière à Audencia. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette table ronde avec des acteurs engagés. Donc, je vais commencer cette table ronde en leur demandant de se présenter. Donc, je vais partir de la droite. Bonjour à tous, Magali Courcial-Vanossel. Je représente aujourd'hui l'entreprise familiale Cotonantais et le groupe Exobioterra, donc pour ceux qui nous connaissent, pour certains du territoire, producteur et transformateur en fruits biologiques et en biodynamie. Et donc à mon niveau, j'accompagne le groupe familial sur toute la dimension d'impact et les projets philanthropiques. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Oriana Comte. Je fais partie de l'équipe d'investissement de Quadia. Quadia, c'est un fonds d'impact pionnier dans l'impact investing qui a été créé en 2010 à Genève. Et nous avons aussi des bureaux à Paris. Et donc, nous investissons, notre mandat, c'est d'investir dans des entreprises qui se transforment ou qui transforment l'économie vers une économie régénératrice. On investit dans 3 secteurs, l'efficience énergétique, l'agriculture et l'alimentation durable, notamment dans les Cotonantais, et enfin l'économie circulaire, partout en Europe. Bonjour à tous, donc Emmanuel Chombard. Moi, je suis investisseur chez BPI France Investissement. Donc on accompagne les entreprises PME, ETI dans leur croissance en investissant d'une part en levée de fonds, d'autre part dans la transmission d'entreprise. Et donc on lève des fonds notamment dans le green. On a monté un fonds récemment pour la transition écologique. Et on investit également dans d'autres fonds qui sont sur les thématiques green. Donc, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Éric Campos et j'ai en charge le développement durable du Crédit Agricole. Et j'ai la chance également de diriger une fondation qui s'occupe de microfinance dans les pays émergents, qui s'appelle la fondation Grameen Crédit Agricole. Voilà, je suis ravi d'être ici. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Poncin, je travaille également chez BPI France comme Emmanuel. J'ai en charge le déploiement du plan climat au sein de BPI France. Donc j'ai un rôle double, à la fois la montée en compétences de nos équipes pour qu'ils soient bien à même de comprendre les enjeux de la transition écologique de vous, entreprises. Et par ailleurs, je travaille avec les écosystèmes pour faire connaître les dispositifs BPI France en faveur de la transition. Je suis ravie d'être là, merci beaucoup. Bonjour à tous, Christophe Descaux, je suis membre du directoire de la Caisse d'épargne Normandie et je préside une plateforme de financement participatif qui s'appelle Kiwai, qui finance des projets de développement durable, ainsi qu'un fonds impact qui s'appelle CEN Innovation et Impact. Et puis je participe à la CEC dans le groupe GEI, donc je les salue. Écoutez, merci pour vos encouragements. Donc, on va débuter cette table ronde. Déjà, vous voyez qu'il y a plein de dispositifs. Il y a véritablement de l'engagement de la part des acteurs ici présents. Et donc, on va commencer par dresser une sorte de panorama, à savoir quels sont les facteurs qui ont influencé également ces acteurs de la finance à se transformer pour répondre à une demande de plus en plus forte, qui est celle de la transformation écologique. Alors, monsieur, peut-être qu'on va commencer par vous, Eric. Oui, volontiers. Alors, c'est une vaste question, finalement. Je pense que le premier point, évidemment, c'est de souligner l'urgence climatique qui nous amène, finalement, devant une véritable révolution industrielle, au fond. Le secteur financier, la place du secteur financier, cette place est au carrefour des flux financiers. Et on sait bien que l'une des
piste, c'est importante, vitale, c'est évidemment celle de flécher des financements sur cette transformation de l'économie. Et donc, finalement, le secteur financier est un peu à cette croisée-là. Il collecte l'épargne et il va transformer cette épargne pour l'affecter à des projets de transition écologique. Et donc, le secteur financier est un secteur très régulé et le régulateur est en train d'encadrer de façon, je dirais, massive et tentaculaire, je pourrais revenir sur ces points-là, le secteur financier pour pousser les acteurs à être de plus en plus en faveur de la transition climatique. Alors c'est vrai du régulateur, donc je vous ai dit on est très régulé, c'est vrai du législateur qui pose un certain nombre de lois qui vont encadrer ces grands principes. Et donc il y a sans aucun doute une poussée réglementaire très forte qui est animée par la Commission européenne et qui est ensuite relayée dans le cadre de l'organisation de l'Europe par le Parlement et par le Conseil de l'Europe. Donc c'est assez complexe, mais on voit bien qu'il y a une convergence des acteurs européens, à la fois politiques et techniques, pour amener le secteur financier à verdir et à transformer et accompagner la transformation de l'économie. Donc pour faire court, la loi est très bien faite, finalement, elle encadre assez bien tous les secteurs, c'est-à-dire que, point 1, elle a mis en place un langage commun qui permet de savoir ce qui est en faveur on va dire, de la transformation, de la transition écologique, de ce qui ne l'est pas. Donc ce langage s'appuie sur un travail qui a été mené par des experts, qui s'appelle la taxonomie européenne. Vous en avez évidemment, je pense, entendu parler. Mais du coup, l'ensemble des investissements et des financements doivent répondre à la taxonomie européenne. Elle est très précise. Et donc, on va être obligé, c'est le deuxième chapitre de cette loi, de faire des reporting. Donc, tout le secteur financier va devoir rendre compte aux parties prenantes sur les financements qui relèvent de la taxonomie, donc qui sont plutôt en faveur de l'environnement, de la transition, de ceux qui ne sont pas. Et troisième élément, tout ce qui est certification label, donc c'est ce troisième chapitre, va être régi par des critères de plus en plus stricts et de plus en plus comparables. Ce qui va nous permettre de sortir du marketing vert, où finalement on parlait du vert avec des principes qui n'étaient pas toujours très, très prégnants, à une communication financière basée sur des principes très objectifs. Et donc ça, c'est le troisième grand chapitre. Puis le quatrième grand chapitre de la loi, c'est d'inciter les épargnants à investir leurs fonds sur les financements, sur les fonds qui sont en faveur de la transition. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les épargnants sont assez peu épargnants en faveur de la transition et que ce sont plutôt les grands institutionnels qui investissent sur ces financements. Et donc finalement, tout ça fait que le secteur financier va devoir de plus en plus, enfin, être de plus en plus prégnant vis-à-vis des entreprises sur leur propre démarche en faveur du climat. Puisqu'au fond, le secteur financier n'est que le miroir de l'économie. Et quand on parle de verdir le bilan de la finance, en réalité, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que nos financements vont être de plus en plus portés sur des activités que vous représentez, que l'économie représente. Il faut que ces activités soient en faveur du climat. Et probablement qu'on va devoir, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je peux revenir, désinvestir des activités qui sont dites marron ou qui sont dites en faveur du climat. Donc il y a un grand shift qui est en train de s'opérer et c'est une transformation qui est radicale et le secteur financier va devoir transiter de cette façon-là et c'est vraiment un acteur extrêmement important dans cette grande transition, dans le grand financement vers l'économie durable. Merci beaucoup. Je suppose qu'au niveau de BPI, il y a également l'État qui coordonne également cette transformation. On pense au plan de relance, par exemple.
Oui, effectivement. Alors peut-être partager avec vous le résultat d'une étude qu'a menée BPI France, le Lab. Vous le savez peut-être, on a un laboratoire d'idées des PME ETI. Et en 2020, on a mené une vaste étude qui s'appelle « Les dirigeants face à l'urgence climatique ». Nous avons interrogé 1000 entreprises. Qu'est-ce qu'il en sort? 2 chiffres très importants. Le premier, c'est que 86% des chefs d'entreprise se sentent concernés par les réductions de gaz à effet de serre, par les objectifs mondiaux de ces gaz à effet de serre. Et pourtant, seulement 30% ont un plan d'action. Pourquoi? En fait, les chefs d'entreprise nous disent qu'ils ont principalement 3 freins. Le premier, c'est le manque de moyens financiers à allouer à cette transition. Le deuxième, c'est le manque de technologie ou d'accès à la technologie. Et le troisième, c'est le manque de reconnaissance client. Alors, s'il est difficile d'agir sur ce troisième volet, on voit bien que les chefs d'entreprise ont une très très forte attente en matière d'accompagnement, de financement et d'accès à la technologie. C'est pourquoi, effectivement, au niveau du plan de relance, des budgets importants ont été alloués à la fois à la Banque des Territoires, pour la partie collectivité, et à BPI France pour la partie entreprise. Nous avons donc mis en place depuis plus d'1 an maintenant un plan climat, 3 piliers à ce plan climat. Le premier, c'est un soutien massif des green tech pour que les technologies émergent de ces sociétés innovantes, pour accélérer la transition de nos sociétés. Le deuxième volet, c'est la partie financement massif de l'ENR, pour contribuer à ce que les entreprises aient plus accès facilement aux énergies propres, aux énergies vertes. Et enfin, l'accélération de la mise en transition de toutes les entreprises par plusieurs dispositifs d'accompagnement et des financements qu'on pourra détailler tout à l'heure. Donc effectivement, le plan de relance, pour nous, c'est une ressource très importante allouée à nos activités pour déployer ce plan climat massif pour les entreprises françaises. Très bien. Et au niveau de la caisse d'épargne, est-ce qu'il y a donc les facteurs, effectivement, la taxonomie européenne qui va jouer un rôle très important. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs également qui influencent cette transformation? Alors oui, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, la régulation, elle est très incitative. Ça a été dit. De toute façon, on devra suivre ce chemin. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est vraiment très important, c'est qu'une banque, c'est le reflet de l'économie. Et donc, ce qui est le plus grand défi de l'économie aujourd'hui, c'est aussi notre plus grand défi. C'est-à-dire, si demain, il y a un collapse, c'est le collapse aussi dans nos bilans. Donc, de toute façon, on a un sort qui est lié, et il est très important qu'on avance et qu'on avance vite, parce qu'il faut accompagner cette transition. Donc ça me paraît déjà être un cadre, au-delà même de ce que nous impose la régulation, c'est juste le bon sens lié à la compréhension de l'économie. La deuxième chose en ce qui nous concerne, c'est que nous, alors on est une banque régionale, comme vous en avez tous dans vos territoires. Nous, on a engagé une démarche d'impact il y a 3 ans. Donc on est une banque Bicorp, on est la seule banque Bicorp en France. On est une banque qui a travaillé sur sa raison d'être, qu'on inscrit dans nos statuts, et on a mis la transition comme un des objectifs, accompagner la transition comme un des objectifs de notre raison d'être. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on pense qu'une banque territoriale aujourd'hui, elle doit répondre comme hier aux défis de son territoire. Et le plus grand défi, encore une fois, c'est probablement le défi de cette transition qui a commencé, mais qui va se poursuivre pendant des années. Merci. Donc un véritable engagement statutaire. Du côté de Quadia, donc, quels seraient les facteurs autres, finalement? Alors, de notre côté, on a engagé aussi cette démarche d'impact il y a 11 ans, donc bien avant qu'on parle de taxonomie ou de réglementation autour de l'impact. Et donc, je pense que c'est important de revenir d'abord sur nos convictions et pourquoi on est parti sur ce sujet. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure des années, il y a des nouvelles contraintes qui justifient qu'aujourd'hui, on investisse sur des sujets d'impact. Mais initialement, l'idée des fondateurs de Quadia, c'était de ramener la finance à son rôle fondamental, de financer l'économie réelle avec une création de valeur pour les écosystèmes et pas seulement pour les investisseurs. Et il y a 11 ans déjà, on se disait qu'il était important, qu'il y avait un besoin de financer un nouveau modèle économique, de partir vers une économie plus régénératrice, d'insuffler un changement, une transformation, pour aller vers des modèles plus résilients. Parce qu'aujourd'hui,
on n'a pas un modèle résilient et on le voit d'autant plus à la suite du Covid, avec beaucoup d'entreprises qui sont dépendantes de matières qui viennent d'ailleurs, qui sont dépendantes d'une production qui vient d'ailleurs, etc. Et donc l'économie régénératrice, il me semble que l'assistance en a entendu parler dans d'autres sessions avant, mais c'est une idée d'aller vers une économie plus locale, plus circulaire, plus collaborative, fonctionnelle et biomimétique. Et les Cotonantais en sont un exemple et pourront, je laisserai, Magali pourra en donner un exemple plus précis. Ensuite, un deuxième point aujourd'hui qui est intéressant, c'est que quand on s'est lancé il y a 11 ans, c'était principalement sur nos convictions et ce qu'on observait de la planète. Ensuite, il y a 3 ans, on a lancé notre premier fonds qu'on a cofondé avec Degroof Petercam, qui est donc une banque belge. Et eux, leur volonté de financer une partie de notre fonds venait de leur clientèle qui avait envie, il y a déjà 3-4 ans, d'avoir une possibilité d'investissement ou de placement de leur argent dans un fonds plus responsable. Aujourd'hui, on voit encore une autre dynamique. Alors, quand on discute avec beaucoup de fonds de private equity qui nous disent « Ah, c'est génial ce que vous faites dans l'impact, mais nous, on n'en est pas encore là. » Mais on se rend compte que les investisseurs, avant d'investir, ils nous demandent quel est le bilan ESG de votre portefeuille. Donc aujourd'hui, les fonds sont poussés, tous, même ceux qui ne sont pas verts, même ceux qui ne sont pas ESG ni à impact, ils sont poussés à aller vers cette mesure ESG à minima de leur portefeuille. Et enfin, la taxonomie européenne, comme on l'a mentionné aujourd'hui, qui va refonder et donner un nouvel horizon à tous ces fonds d'investissement. Et même nous, on a notre propre matrice d'impact, mais il va falloir qu'on s'adapte à ce que nous demande la régulation européenne. Merci beaucoup. Emmanuel ? Merci. Peut-être justement pour rebondir sur les critères ESG qui sont assez importants dans les fonds aujourd'hui. Donc ESG, c'est environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc le E est très important et même prégnant aujourd'hui dans ce débat. Aujourd'hui, chez BPI France, on est aussi bien sûr attentif à ces critères-là. Et en fait, on a comme aussi vocation d'abonder les fonds de la place financière française. Donc on a plusieurs milliards investis dans différents fonds en France. Et ce qu'on demande à chaque fois qu'on investit de l'argent dans ces fonds-là, c'est que ces fonds demandent aux entreprises, donc aux sous-jacents, de remonter des informations ESG, de suivre ces informations-là et de faire un suivi dans le cadre de la gouvernance. C'est important, pourquoi ? Parce que même si on n'est pas majoritaire au capital, à travers des discussions avec le dirigeant, on peut l'accompagner à travers des diagnostics, des accompagnements dédiés pour améliorer la performance d'entreprise en termes notamment d'écologie, mais pas que. Et je pense que c'est un point qui est capital, même si on n'a pas le contrôle de l'entreprise, c'est suivre des critères de manière régulière avec le dirigeant, c'est pas lui imposer des mesures, c'est l'accompagner patiemment, lui expliquer, peut-être lui ouvrir les yeux parfois quand il n'est pas conscient, mais je pense que c'est vraiment un point qui est décisif. Merci beaucoup. Donc je pense que c'est important d'aborder justement cette relation que vous avez avec le client. Et on interviewera également le client, donc Magali un peu plus tard. Donc cette relation, la question c'est comment finalement toute cette transition modifie aussi la relation que vous avez à l'égard de votre client via des outils, mais via aussi des dispositifs d'accompagnement. Donc quels sont ces dispositifs et ces outils aujourd'hui que vous proposez ? Peut-être Amélie ? Alors oui, tout à fait. Effectivement, en premier lieu, nous, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, les chefs d'entreprise, parfois nous disaient, mais on est hyper motivés, mais par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que vous pouvez nous aider ? Alors du coup, on a un peu outrepassé notre rôle de simple, entre guillemets, financeur, et on s'est dit qu'il fallait vraiment pouvoir proposer des programmes d'accompagnement pour que les entreprises repartent de tout ça avec un plan d'action et qu'elles y voient plus clair sur la manière de décarboner leurs activités. Alors aujourd'hui, BPI France, on propose 2 diagnostics. Un diagnostic qui s'appelle Ecoflux, qui permet en fait d'identifier les économies potentielles à faire sur la consommation de matières premières, de l'eau, d'énergie et de déchets. Ce Diag Ecoflux, c'est un programme sur plusieurs mois. Nous faisons appel à un consultant spécialisé qui vient vous voir dans votre entreprise, qui dresse avec vous l'état des lieux, on va dire, de toutes ces consommations et qui vous aide à co-construire un plan d'action. À l'issue de ce plan d'action,
la mission s'arrête. Et bien évidemment, très souvent, l'entreprise a des investissements à faire pour aller au bout de ce plan d'action. Et là, nous pouvons couvrir ces investissements par des financements adaptés aux côtés des partenaires bancaires. Ce diag Ecoflux, il faut savoir qu'il y a un reste à charge qui reste pour l'entreprise, évidemment, puisqu'on fait appel à un consultant extérieur dont c'est le métier. Mais l'ADEME nous aide à financer, et donc le reste à charge pour l'entreprise est bien moindre que si c'était un consultant en direct avec un coût total. Donc voilà, ça c'est un premier diagnostic. Le deuxième diagnostic que l'on propose s'appelle décarbonation. Alors là, pour le coup, il s'adresse autant le diag Ecoflux, c'est pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. Le diag décarbonation, pour le coup, c'est le fait de faire un bilan de gaz à effet de serre dans l'entreprise, toujours le même principe, avec un consultant extérieur. Pourquoi c'est réservé aux entreprises de moins de 500 salariés ? Parce qu'en fait, les entreprises de moins de 500 salariés n'ont pas l'obligation légale de faire ce bilan carbone. En revanche, c'est hyper intéressant pour cette entreprise-là de le faire, parce que si elle travaille avec des grands donneurs d'ordre, qu'ils soient privés ou publics, très souvent, ce grand donneur d'ordre, lui, a l'obligation de faire ce bilan de gaz à effet de serre, et par conséquent, on va s'adresser à toute sa chaîne de valeur, ce qu'on appelle le scope 3, pour identifier quels sont le bilan carbone de toute cette chaîne de valeur. Et c'est là où notre petite PME, entre guillemets, de moins de 500 personnes intervient, et d'où l'intérêt pour elle de faire ce bilan carbone. Une fois qu'elle a fait le bilan carbone avec le consultant que BPI France lui met à disposition, elle repart avec un plan d'action, et là, même combat. Souvent, elle a des investissements à faire pour le mettre en œuvre, et on peut intervenir en financement. Donc le financement principal, on en a plusieurs, mais le financement principal s'appelle le prêt vert. L'idée, c'est de compléter des financements bancaires classiques via un prêt qui est plutôt long, on peut le porter jusqu'à 10 ans. On peut intégrer du différé de remboursement, on ne prend pas de garantie. Ça, c'est très important. C'est à ça que servent en fait les fonds qui sont alloués à BPI France, c'est permettre, avec finalement assez peu d'argent public, de faire beaucoup d'argent privé. BPI France, en réalité, emprunte de l'argent sur les marchés financiers, se garantit via des dispositifs publics et peut redistribuer sous forme de prêt cet argent pour permettre aux entreprises de faire l'investissement. Là, pareil, le taux est bonifié grâce à un coup de pouce de l'ADEME, qui nous aide dans la mise en œuvre de ce plan. Donc voilà, je dirais que double effet, accompagnement dans un premier temps, co-construction d'un plan d'action et soutien à l'investissement. Je tiens à souligner le rôle important qu'ont les banques pour boucler l'ensemble d'un plan d'action et d'un financement d'un plan d'action. On est toujours en partenariat avec les partenaires bancaires qui ont tout leur rôle à jouer. Christophe ? Oui, pour compléter, le diagnostic, effectivement, c'est la base. Je pense que si on n'a pas fait son bilan carbone, c'est compliqué d'avancer. Donc nous-mêmes, d'ailleurs, dans nos bilans, l'essentiel de notre empreinte, c'est le scope 3, c'est-à-dire l'empreinte de nos clients. Donc vraiment, le diagnostic, pour moi, le diagnostic carbone, c'est vraiment la première étape. Bon, ici, je pense que tout le monde l'a fait, ou quasiment, mais en fait, dans le monde des entreprises, c'est encore quand même plutôt l'exception. Et donc nous on est en train de réfléchir, on travaille très bien avec BPI sur ce sujet et l'ADEME parce qu'ils ont des bons outils, mais c'est vraiment la base. Ensuite, le financement, il y a plusieurs choses possibles. Alors il y a les prêts verts, il y a les financements à impact auxquels moi je crois beaucoup. Donc le financement impact, le principe de base, c'est vous mettez un objectif d'impact, donc par exemple de décarbonation, et si à 3 ans vous le respectez, eh bien les intérêts que vous payez sont bonifiés. Alors on a eu le débat hier, je vois dans la salle avec le groupe, parce que peut-être que la bonification aujourd'hui n'est pas encore suffisante, mais je trouve que c'est un bon départ, quoi. C'est-à-dire qu'il faut rendre la transition incitative. Et je trouve que cette transition, on la rend souvent, elle est trop, on en parle de façon trop anxiogène. Moi, je pense qu'il faut vraiment la rendre incitative. Et donc, les prêts impact, c'est quelque chose qui se développe. Nous, on en a fait, par exemple, sur le logement social. On est en train de l'en faire sur les entreprises. C'est encore une petite partie, mais sur le haut du marché, notamment sur l'obligataire, ça a déjà pris une vraie part de marché. Et puis je voulais dire aussi que pour rendre la transition incitative, ce qui est important aussi, c'est d'entraîner le citoyen. Donc nous, on a développé une plateforme de financement participatif qui s'appelle Kiwai, qui permet justement de mettre en avant les projets positifs du territoire.
et d'associer les citoyens, alors souvent pour une petite partie du financement, ce n'est pas ce qui va faire votre plan de financement, mais ça va peut-être être 5 ou 10% de votre plan de financement, mais d'associer le territoire, d'associer les citoyens pour mettre en avant justement les bonnes pratiques et puis donner envie. Parce que les chefs d'entreprise, ça je ne vais pas vous l'apprendre, ils fonctionnent beaucoup par la camaraderie économique quelque part. Donc si ça a marché avec mon collègue, moi aussi j'ai envie d'agir et de me lancer dans la transition. Et avec Kiwai, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors c'est encore modeste, c'est pas encore passé à l'échelle, mais réellement ce qu'on veut faire, c'est associer le citoyen à ces projets de transition. Et pour être sûr d'associer tout le monde, la Caisse d'épargne garantit le capital et l'intérêt de l'épargnant quand il investit dans le projet. Comme ça, chaque épargnant, quels que soient ses moyens, a la capacité finalement de soutenir un projet de développement durable et de dire avec son épargne, mon épargne est utile, je vais soutenir ce projet, j'y crois, c'est local, c'est incarné et en plus c'est garanti. Oui, merci beaucoup. Donc là, on vient d'aborder ce qu'on appelle l'impact investing, c'est-à-dire toute la partie effectivement prêt et contrat à impact avec des spécificités et des caractéristiques. On a eu la chance d'avoir quelques caractéristiques, mais on a Quadia, donc, qui est plutôt du côté investissement en capital, avec une démarche aussi d'impact. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors de notre côté, même si on a participé aussi à des dettes à impact, comme vous le mentionnez, et je peux en reparler juste après, et notamment au nom de CETI, qui devait être présent ici, qui est aussi une de nos participations et qui a ce genre d'outils dans son bilan. Je vais d'abord vous parler plutôt de la manière dont, des outils que nous, on utilise au sein de Quadia. Donc, on fait de la dette et de l'equity, mais principalement de l'equity. Et on estime qu'on a un rôle d'investisseur, que l'on soit lead dans la transaction ou que l'on soit en suivi d'un autre fonds. On doit toujours avoir un rôle d'investisseur à impact actif. Et être le gardien du temple finalement de ces sujets d'impact dans l'entreprise. Quelle que soit son évolution, quelle que soit l'évolution de son capital aussi, nous, notre rôle, c'est d'être le gardien du temple de l'impact. Et ça passe par différentes choses, notamment le fait que lorsqu'on entre au capital, on fait entrer dans le pacte d'actionnaires, on fait mentionner la notion d'impact. On fait aussi mentionner la nécessité de faire un reporting extra-financier qui est un reporting d'impact sur la base d'une matrice d'impact que nous avons développée et mise en place autour de l'économie régénératrice dont je vous parlais juste avant. Donc on a une quinzaine de critères qui sont les mêmes pour toutes les entreprises pour ces reportings. Et ensuite, on met aussi en place, en partenariat avec l'entreprise, on co-crée une roadmap d'impact, un plan d'impact, pour permettre à l'entreprise d'avancer sur tous ces critères à la fois environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc des critères holistiques que nous avons dans notre matrice d'impact. Et donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un accompagnement adapté aux besoins de l'entreprise, et on finance différents types d'entreprises. On a à la fois des entreprises comme les Coteaux Nantais qui, dans leur essence, sont à impact. Il n'y a pas meilleur exemple que l'économie régénératrice dans une entreprise dans l'agriculture comme ça, et avec autant de valeur, et Magali en parlera mieux que moi. Magali va peut-être en parler maintenant. Magali va en parler. Je finis juste ma phrase sur le fait qu'on finance aussi des entreprises, à l'inverse, qui sont en transition, comme CETI qui devait être là, mais la Covid en a décidé autrement. Et donc eux, à l'inverse, ils travaillent dans l'efficience énergétique et c'est aussi le leader de la fabrication de portes et fenêtres en France. Et eux, ils sont en pleine transition. Ils pensent que si demain ils veulent rester compétitifs, ils doivent devenir résilients. Ils sont devenus entreprises à mission et ils ont voulu que l'on rentre au capital lorsqu'ils ont fait leur dernière levée de fonds. Ils nous ont choisis parce que, avec notre matrice d'impact, on était capable de les accompagner vers cette transition, de mettre en place, de les aider à faire leur budget autour de cette matrice, de comprendre de quels investissements ils avaient besoin pour évoluer et devenir plus résilients. Même si on était aux côtés d'un fonds beaucoup plus classique, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Tikeo, et aussi de West Croissance, qui fait partie de cette région. Peut-être Magali, si... Oui, justement, comment vous avez fait une levée en capital en 2017 ? Donc, il y avait plusieurs types d'investisseurs. Comment ils vous challengent en réalité pour transformer, développer, améliorer encore votre modèle qui est bien spécifique ?
Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. En effet, les coteaux nantais déjà les coteaux nantais, pour repréciser un peu la taille de l'entreprise, c'est 139 personnes. On est une PME qui génère un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et on produit 2450 tonnes de fruits par an. On a, en effet, dans l'histoire des coteaux nantais, c'est une entreprise familiale et indépendante depuis 1943 et qui est passée à l'agriculture biologique dans les années 70. Donc ils étaient pionniers selon la méthode Lemaire-Boucher, pour ceux qui connaîtront. Et ils ont perdu cette année-là 80% de leur récolte lorsqu'ils sont passés à ce mode de production. Ils ont persévéré et sur des bases de valeurs partagées par les deux familles fondatrices de cette entreprise, de cette exploitation agricole, ils sont devenus Déméter, donc un mode d'agriculture en biodynamie en 97. Et puis mon père, donc Benoît Vanessel, a rejoint et a repris l'entreprise en 99 en devenant actionnaire majoritaire en pacte d'associés avec une autre famille fondatrice, la famille Delomo. Et chemin faisant, les valeurs étaient là, l'envie de pouvoir aller vers une économie plus régénératrice, comme tu le disais, Oriana, c'est-à-dire rendre plus qu'on ne l'en prend. C'est quand même quelque chose de fort. C'est dans l'ADN des coteaux nantais aussi, comment on peut nourrir les femmes et les hommes sans épuiser la terre. Et ça rejoint la biodynamie. Et en 2017, l'ouverture du capital, première ouverture du capital pour l'entreprise coteaux nantais, avec, pour mon père, un cheminement en se disant avec qui on va pouvoir travailler. Pourquoi cette ouverture du capital aussi, hein, il y avait l'envie de ce challenge pour aller plus loin, pour accélérer, pour se développer. Il y avait la construction d'une nouvelle unité de transformation, pas très loin d'ici, à Remouillé, qui a modernisé l'outil de production de l'entreprise. Et puis la volonté de passer de 85 hectares à 105 hectares de vergers, voire encore aujourd'hui de pouvoir continuer ce développement de la surface de nos vergers. Donc la première chose, et puis je le partage avec lui parce que c'était important, il y avait 2 partenaires locaux, 2 banques coopératives qui suivent l'entreprise depuis toujours. Qui sont des banques locales. Et pour mon père, c'était très important, d'abord, de pouvoir s'entourer d'acteurs locaux. Donc les fonds Unixo, Crédit Agricole, sont entrés au capital, et également le fonds Océan Participation, Crédit Mutuel, ont été les 2 premières banques à rentrer dans ce tour de table. Puis, il avait envie d'un 3e fonds, d'un fonds à impact, d'un fonds qui allait venir nous accompagner, nous challenger sur cette dimension d'économie circulaire, d'impact carbone, mais également, et c'est important parce qu'il n'y a pas de progrès environnemental sans progrès social, c'est l'impact social, sociétal, comment on crée de la valeur ajoutée et, comme dit mon père, la chaleur ajoutée du bien-être dans l'entreprise. Donc Quadia nous a rejoints et l'historique, c'est une rencontre sur le Salon mondial de la bio à Nuremberg, un collaborateur qui avait fait un stage en permaculture au Bec et Loy, et Emmerich Young, responsable du fonds Quadia, qui était présent à ce stage. Emmerich est venu au coteaux nantais, il est venu découvrir le métier d'arboriculteur, il est venu s'imprégner des valeurs de l'entreprise, et puis ils ont décidé, nous avons décidé de porter un projet commun à travers cette entrée au capital. Comment ils nous challenge? Est-ce que je vais déjà jusque là-dessus en étant très opérationnel? Oriana a parlé d'indicateurs. En effet, il y a eu un gros travail depuis 2017, pas seulement lié à l'ouverture au capital, mais également à travers des labellisations. Les coteaux nantais sont labellisés Bio-ED, qui est un label en lien avec le Synabio, le syndicat national des transformateurs en agriculture biologique. On a une approche RSE très orientée métier, filière. On travaille donc principalement avec le Synabio. Également, on est labellisé PME+, qui est un label RSE de la FEF, Fédération des entrepreneurs et d'entreprises françaises. Et on est adhérent au Global Compact. Donc, beaucoup d'indicateurs. Les fonds sont prescripteurs d'indicateurs ESG. Les labels le sont aussi. Et donc, il y a eu, avec Quadia, un travail autour de leur matrice, en effet, de classification de thématiques d'indicateurs qui allait pouvoir nous permettre de progresser positivement et de piloter notre activité et notre transition sur ces sujets-là.
Et donc, aujourd'hui, pour vous donner des exemples très concrets, on travaille notamment avec eux à travers des réunions de partage. Donc, en quoi ils peuvent nous challenger. Il y a cette dimension de facilitateur, de créer des synergies, notamment sur le sujet de l'emballage. Donc il faut savoir que 97% au niveau des Cotenantais de nos produits sont déjà éco-conçus. Comment on allait plus loin? Aujourd'hui, on a engagé un projet significatif autour de la filière du réemploi des contenants en verre. Et donc Quadia, ayant des participations dans d'autres entreprises et travaillant sur ces sujets, il y a une mise en relation, une facilitation de contact pour pouvoir avancer plus vite, plus loin, ensemble. On travaille également avec des acteurs avec lesquels on est également concurrents sur certains domaines, mais l'idée c'est de pouvoir ensemble créer et avancer sur cette filière du réemploi qui est une grosse attente des consommateurs aujourd'hui. Au niveau des achats responsables aussi, on est parti dans des discussions et des réflexions avec Quadia sur l'achat groupé auprès de fournisseurs, notamment avec une de vos participations, Karma Kouchoua. Donc on achète aujourd'hui notre sucre de manière mutualisée auprès des producteurs en Amérique du Sud et qui sont labellisés également sur des critères équitables. Donc voilà, achat groupé, quelque chose que l'on faisait déjà nous au Cotenantais, puisqu'on a une association qui s'appelle les Vergers d'Avenir et qui regroupe 8 arboriculteurs qui sont situés à moins de 150 km de notre exploitation agricole, à qui on va acheter la totalité de leur production et qu'on a accompagné dans leur conversion vers l'agriculture en biodynamie. Donc voilà concrètement des exemples sur lesquels on peut travailler avec Quadia. Alors, ce qui est important, c'est de préciser justement et de développer peut-être cette relation de proximité que les banques entretiennent aussi avec les entreprises, ce type d'entreprises, des entreprises qui ont déjà une trajectoire bas carbone et d'autres qui sont en transition. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses très très importantes qui ont été dites. Je pense que le sujet, d'abord, c'est que peu d'entreprises font un bilan carbone. En fait, la loi impose aux entreprises de plus de 500 salariés de faire un bilan carbone. Je pense que parmi vous, je ne suis pas certain qu'il y ait une majorité qui font un bilan carbone, et pourtant, c'est vraiment le point d'entrée, ça a été dit. Je voudrais juste revenir là-dessus, parce que c'est la première façon de voir finalement quelles sont les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, sachant que on n'a pas le choix, il faut les réduire, c'est écrit dans la stratégie nationale bas carbone, avec des réductions très importantes sur l'ensemble des grands secteurs d'activité français. L'immobilier, l'agriculture, l'industrie, les mobilités. Et donc, on va tous être, on fait tous partie d'une filière qui doit diminuer les émissions. Et ça a été dit, il y a des grands donneurs d'ordre qui rendent compte de leurs émissions, notamment des émissions des fournisseurs, des émissions des parties prenantes, des parties constituantes de l'entreprise. Et donc, il y a urgence à faire ces bilans carbone. Deuxième point qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas une solution globale. En réalité, quand on parle de transition, on devrait parler des transitions, et on devrait parler des transitions des territoires. L'exemple des Cotenantais, c'est un exemple qui est extrêmement parlant, parce que probablement, madame, que vous avez dû rencontrer des personnes qui avaient confiance, qui vous connaissaient, qui connaissent l'écosystème local, et c'est pour ça probablement que vous avez trouvé des banques coopératives, parce que les banques coopératives sont des banques des territoires. Ce ne sont pas des banques qui sont des entités dépendantes d'un siège, pardon de le dire de cette façon-là, parce que je suis parisien, mais d'un siège parisien. Ce sont des banques dont les sièges sont dans les territoires. Et ce sont des banques qui ont des élus qui sont des professionnels, et historiquement, ce sont des professionnels soit de l'agriculture, ce qui est le cas du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel, soit des activités un peu plus industrielles, des activités d'entreprise, qui est le cas plutôt des banques populaires et des caisses d'épargne. Donc cette connaissance du tissu, elle est très importante. Et parce qu'elle va construire de la confiance et construire de la cohérence. Il faut savoir que les banques se sont engagées, la place financière française est l'une des places les plus engagées au monde en matière de transition et de transformation et d'accompagnement aux transitions climatiques. Alors,
les banques françaises, donc mes confrères, le Crédit Agricole, BPCE, BNPP, Société Générale, se sont engagés à être neutres en 2050. Ça veut dire que sur leur portefeuille de financement, elles s'engagent à ce que ces portefeuilles de financement, en 2050, les émissions nettes soient égales à 0, parce que c'est le point de passage que précisent les scientifiques pour pouvoir espérer arriver à la fin de ce siècle avec une élévation de température qui ne devrait pas dépasser les 2 degrés, 1,5 degré, 2 degrés. Et donc, les banques qui se sont engagées, ça veut dire qu'elles vont accompagner les clients et les clients entreprises dans cette décarbonation, parce qu'en réalité, leur bilan, ça a été dit, c'est le miroir de l'économie. Et donc, les projets que vous avez vont être accompagnés, et il y a une multitude de fonds qui existent. Ça a été dit, le Crédit Agricole, on a un fonds qui s'appelle Crédit Agricole Transition, qui est fait pour ça, mais je pense que les banques sont porteuses de ça. Mais il y a, et je viens juste de vous témoigner ça, mais il y a depuis probablement 1 an une vraie révolution qui s'engage dans le secteur financier, qui est à la fois une prise de conscience des dirigeants, des rôles et du rôle du secteur financier, accepter aussi ce rôle en faveur de la transition, et puis je l'ai dit, une réglementation, des scientifiques qui entrent maintenant dans l'économie avec des discours qui sont des faits et qui précisent des trajectoires. On a, nous, il y a 2 ans, créé un comité scientifique avec des climatologues qui font partie de ce comité scientifique et qui nous conseillent, comme Hervé Le Treut, qui a été un vice-président du GIEC, Jean-Charles Ourcade, qui a également vice-présidé un groupe de travail pour le GIEC, et qui travaille avec nous pour essayer de dessiner finalement des trajectoires que l'on peut suivre. Et donc finalement, on a à la fois ces grands sujets globaux, donc je l'ai dit, et en même temps ces traductions au cœur des territoires qui sont probablement l'une des clés des transitions écologiques. Oui, au sujet justement de ces traductions, peut-être Christophe ? Oui, alors juste d'abord une question. Qui parmi vous a fait un bilan carbone ? Est-ce que vous voulez bien lever la main ? Vous voyez quand même, on est sur une belle majorité, hein. Donc je trouve que ça bouge très vite. Alors évidemment, on a un public qui est pas complètement représentatif. Oui, c'est un public averti. Ouais, j'étais à peu près sûr de mon effet, c'est pour ça. En complément justement de cette question-là, nous on avait fait une enquête au niveau, sur nos participations et les participations des fonds dans lesquels on a investi. Il y avait eu 1000 répondants, et donc là on voit qu'en effet vous êtes plutôt bons élèves sur le sujet. Sur les 1000 répondants, il y avait 11% qui avaient fait un bilan carbone. Voilà, je pense que c'est assez représentatif de... on se posait la question tout à l'heure, voilà, c'est à peu près le chiffre qu'on avait, nous. Ouais, alors après, dans les territoires, donc, moi je fais un métier beaucoup moins compliqué que monsieur, parce que je participe pas à la transformation d'un grand groupe, mais juste d'une banque régionale qui fait 1800 personnes. Et pour autant 1800 personnes, il faut quand même que culturellement, ça soit pas... comme on dit souvent de la RSE à la papa, c'est-à-dire un truc, il y a un gars dans un bureau qui fait son rapport et puis à la fin de l'année, on est content de le sortir. Nous, quand on a été Bicorp, on s'est dit il faut vraiment que ça se traduise réellement dans le quotidien de nos collaborateurs. Et donc, on a 1800 personnes. Il faut que chacun se dise il y a une part de mon quotidien qui je dois agir pour cette transition. Alors, ce qu'on a fait, on a fait un truc tout simple. C'est que on a ce qui est assez important pour un conseiller, c'est le comité de crédit. Donc, moi, je préside le comité de crédit de la banque, et j'ai demandé que sur chaque dossier, il y ait un score rouge, orange, vert en termes d'impact de transition. Donc on a une petite moulinette, hein. Pour l'instant c'est pas hyper scientifique, bon, on a travaillé ça un peu avec l'ADEME, mais bon c'est pas, voilà, on va l'améliorer. Mais au moins ce qui est important, c'est qu'il se pose la question. Est-ce que mon client a fait un bilan carbone? Sur quel secteur il est? Est-ce qu'il a entrepris une démarche RSE ou de réduction? Et qu'il me le joigne systématiquement dans mon comité de crédit avec une note qui est une note quelque part risque climatique. Pourquoi ça me paraît important culturellement surtout? Parce que jusqu'à maintenant, la décision crédit elle était prise sur 2 axes, le risque et puis le rendement du crédit. Donc si vous avez un trop mauvais risque, vous ne pouvez pas emprunter. Et puis si on ne fait plus de marge, bon, il y a des chances qu'on ne vous prête plus.
Et moi, ce que j'ai envie d'insuffler justement dans mes équipes, c'est qu'il y ait une troisième dimension, qui est la dimension climatique, et qu'on se dise à un moment donné, on va décider sur risque, rendement, climat. Et donc culturellement, on est en train d'entreprendre cette démarche pour l'accélérer. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a la partie effectivement en interne. Comment accompagner également les personnes en interne justement à changer un petit peu, à être sensibilisées par rapport à ces transitions, donc au niveau bancaire. Mais il y a aussi le côté, on va accompagner, on part par le bilan carbone, mais il y a aussi la performance ESG, comme il a été dit, où on a tous ces critères. Et une fois que c'est mis en place, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va influencer la décision d'investissement? Ça va avoir des impacts sur le pricing, ça va avoir des impacts sur le pilotage de l'entreprise. Alors il y a deux possibilités. Donc il y a à l'octroi, effectivement, si on a des secteurs interdits et puis il y a quelques dossiers qu'on va à un moment donné écarter ou repricer parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez rémunéré. Il y a une initiative qui se développe dans notre groupe, mais qui se développe aussi dans d'autres groupes, je sais, c'est faire une allocation de capital économique en fonction de votre impact carbone. Donc, il s'appelle grosso modo le Green Weighting Factor. Donc, si vous avez un impact carbone très mauvais, donc si vous êtes brown, vous devez mettre plus de capital en face. Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément écarté, mais par contre, le coût de votre crédit va faire qu'à un moment donné, le projet va être moins rentable, etc. Donc, soit vous êtes complètement mauvais, donc là où ça sera secteur interdit, soit vous êtes dans cette zone grise, et là, vous allez avoir finalement un coût du crédit qui va évoluer en fonction de votre impact. Ça, c'est quelque chose qui va de toute façon, je pense, à un moment donné, être imposé par le régulateur. Oui, je voudrais juste dire qu'on est dans des phases exploratoires. Il faut aussi admettre qu'on n'a pas la solution de tout. Sur les critères ESG, aujourd'hui, on est incapable de noter les PME sur des critères ESG parce qu'elles ne déclarent pas les critères ESG. Donc c'est vrai que ça se fait sur des grandes entreprises, notamment les entreprises cotées qui déclarent, les entreprises de plus de 500 salariés qui font des déclarations de performance extra-financière. Mais l'un des grands sujets que l'on a aujourd'hui, c'est que dans le tissu des entreprises non cotées, les déclarations de type ESG ne se font pas et nous n'avons pas de données. Et donc, ça va être l'un des grands sujets, je pense, qui va animer toutes les banques, c'est d'arriver à converser non seulement sur des déclarations financières, ce qui est aujourd'hui le cas, vous publiez des comptes, les comptes sont certifiés, ils sont pris en tant que tels, sur la base desquels on fait des analyses financières. Et c'est vrai qu'on intègre aujourd'hui de plus en plus de critères ESG. Nous, on s'est par exemple engagé à ce que 100% de nos financements, d'ici 2024, intègrent des critères ESG. Mais pour tout vous dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va pricer? Alors d'abord, le pricing, vous avez vu les taux d'intérêt, à quel niveau ils sont. Donc faire des taux d'intérêt négatifs, on ne s'est pas encore lancé là-dessus. Mais réellement, cette dimension extra-financière, pour le moment, eh bien, il faut admettre qu'on ne sait pas trop comment on va l'intégrer dans les critères de financement. Mais en tout cas, on va les prendre en compte. Oui, tout à fait. Donc c'est... Oui, j'ai juste quand même un commentaire. Vous dites qu'on est dans une étape où on est encore en train de tester et d'apprendre sur ces sujets. Ça fait quand même 10-15 ans qu'on teste et qu'on apprend. J'ai l'impression que ça n'avance pas forcément... Je vois que le débat s'anime et il est très intéressant, ce débat sur la notation extra-financière. Et enfin, une table ronde qui s'anime. Hein. Non, mais l'indice de corrélation, c'est un point très intéressant. Vous avez aujourd'hui des agences de notation financière. Vous en avez 3 grandes. Vous prenez un facteur analysé par les 3 agences de notation. L'indice de corrélation, il est supérieur à 0,9. C'est-à-dire, pour faire court, quel que soit le facteur, vu par les 3 agences de notation mondiale, vont sortir à peu près la même note. Vous prenez un indice extra-financier, d'accord? L'indice de corrélation, il est de 0,60. Ça veut dire qu'il y a un spectre très important. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième biais extrêmement intéressant dans l'extra-financier, c'est pour ça que les normes, qu'il y a une bataille de normes en ce moment pour essayer de rassembler et d'essayer de finalement trouver une forte corrélation. Mais le problème du bataille de normes, c'est que l'extra-financier porte une dimension culturelle très importante. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est l'écart de salaire qu'il y a dans l'entreprise entre le salaire médian et le salaire le plus élevé. C'est, en Europe et en France notamment,
un sujet d'attention, parce qu'on estime que plus l'écart est important, plus la stabilité sociale au sein de l'entreprise peut être fragilisée. Cet indice aux États-Unis n'a strictement aucune importance. Vous avez des écarts de 0 à 1000, ça n'a aucune importance. On a d'autres sujets comme ça, je ne veux pas monopoliser la parole, mais la question extra-financière n'est pas une question anodine. Il y a un vrai sujet culturel et des vrais biais culturels derrière les notations extra-financières. 23. Et la norme ESUS, c'est 7. Hein. Vous avez raison. Alors, et demain, je m'inscris dans une trajectoire qui va me permettre de baisser de 50% en 10 ans. Et là, vous aurez un vrai levier. Vous avez parfaitement raison. Oui. Non, mais vous avez parfaitement raison. Et ça se fait. Vous avez parfaitement raison. Et les remarques et le lobby et les positions publiques, qu'on prend sur la taxonomie vont exactement dans votre sens. La taxonomie, c'est une photographie. Non seulement c'est une photographie, mais c'est une photographie des activités. Or, nous ne prêtons pas à des activités, nous prêtons à des entreprises. Et donc, en 2019, le 6 juin 2019, nous avons pris une position qui était de dire que la taxonomie était insuffisante pour pouvoir accompagner les entreprises. C'est pour ça que nous avons développé une note de transition climatique qui va exactement dans votre sens, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'aller chercher les bons élèves. C'est très facile de verdir un bilan. C'est pas facile de verdir une économie. Nous, on s'inscrit dans le verdissement et l'accompagnement de l'économie. Mais pour cela, il faut qu'on ait des outils. Ces outils n'existent pas aujourd'hui au niveau européen. Il n'y a pas réellement... il n'y a pas réellement de travail sur la taxonomie pour la faire évoluer dans ce sens. C'est pour ça que les banques, elles mettent en place ce genre d'outils qui sont des outils d'accompagnement. Je préfère vous le dire parce que je suis d'accord avec vous. Il y a d'autres démarches. Les autres démarches les autres dispositifs qui ont été présentés. Je pense que Christophe du Crédit Agricole en a présenté quelques-uns. Pas Caisse d'épargne, excuse-moi. Je suis désolée. Le Crédit Agricole aussi. Hein. Vous m'avez perturbé sur le côté animation. Moi, juste un mot sur le sujet. Je trouve qu'effectivement, le point de départ est aussi important que le chemin, quoi. C'est-à-dire que si on sélectionne que des entreprises qui sont toutes vertes, c'est facile. Après, ce qui est important dans la transition, c'est justement qu'il y ait transition en soi, c'est un chemin. Donc, et dans la méthodologie qu'on essaye d'appliquer, nous on prend en compte ce chemin et cet objectif. Par exemple, dans les prêts impact, ce qu'on rémunère, c'est uniquement le chemin. C'est je vais réduire, je m'engage pour réduire. Donc les deux sont vrais. Après, et une dernière remarque, c'est évidemment beaucoup plus complexe de transformer un très grand groupe comme le groupe Crédit Agricole que de faire un fonds à impact où on investit 100 millions par an. Enfin, moi je suis président d'un fonds, on investit 10 millions par an, c'est très facile. Par contre, quand au niveau de la Caisse d'épargne Normandie, on prête 3 milliards d'euros par an, 2 milliards aux particuliers, 1 milliard aux entreprises institutionnelles. Un grand groupe, c'est, 15 milliards d'euros par mois ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il ne faut pas tout mettre sur le même plan, quoi. Ça, c'est très important. Je ne voudrais pas monopoliser, mais il y a un élément qui est à prendre en compte, c'est le secteur d'activité également dans ce que vous dites. On se fait énormément critiquer, les banques, et vous pouvez lire quasiment un article par jour sur le fait qu'on accompagne les énergéticiens, et notamment des grands énergéticiens français. Nous, on a la conviction que les énergéticiens qui sont aujourd'hui qualifiés d'énergéticiens marrons par la taxonomie sont probablement les champions de l'énergie verte de demain. En tout cas, oui, c'est en tout cas le pari que l'on fait. Et je dis ça, vous voyez, dès qu'on parle d'énergéticien, on a l'impression qu'on dit quelque chose. Si je disais ça d'une entreprise lambda, on n'aurait pas ce mouvement un peu d'humeur. Il faut accompagner. Pourquoi il faut accompagner ? C'est que pendant la transition, la compétition mondiale, elle continue.
Et donc, il faut aussi faire attention à ne pas fragiliser l'économie actuelle au profit d'une économie future. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les outils d'accompagnement, hein, peut-être qu'Oriana va intervenir sur ces nombreux outils. Il y a effectivement cette... Je suis désolée, mais sur la transition, il y a aussi d'autres modèles. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de... pour l'instant, on ne sait pas comment intégrer les critères ESG ou d'impact dans un prêt ou dans un financement. Bon, par exemple, je vais prendre la parole pour CETI qui devait être présent. Eux, ils ont à la fois levé du capital et levé de la dette. Et la dette, leur taux d'intérêt est indexé sur des critères ESG d'Etifinance. Donc ça existe, c'est quand même un vrai point. Et d'ailleurs, nous, on a aussi des obligations indexées dans notre tour de financement auprès d'eux. Et on s'est plié à ces critères ESG qui, selon nous, ne sont pas suffisants. Mais on s'est plié à ces critères ESG d'Etifinance pour ne pas créer une machine à gaz dans l'entreprise, parce qu'avant tout, on est là pour accompagner l'entreprise et de façon pragmatique et les aider. C'est aussi important, je pense, de faire une différence entre des critères ESG et des critères d'impact. Les critères ESG, ce sont quand même des critères assez binaires qui ne mènent pas à qui ne mesurent pas une évolution, mais qui prennent une photo, comme vous le disiez, ce qui n'est pas forcément suffisant, et d'où l'intérêt, et je pense qu'en fait, ce sont des critères qui se complètent, d'avoir des critères d'impact pour vraiment accompagner les entreprises vers leur transition, comme vous le mentionniez, monsieur, et pas uniquement à prendre une photo de ce qui est présent aujourd'hui. Bon, et après, je sors un peu du débat, mais j'ai travaillé en financement de projet à la BNP, chez Proparco aussi. Je pense quand même qu'on continue à financer des projets qui aujourd'hui ne vont absolument pas dans le bon sens, et que ces banques qui se verdissent ne se verdissent pas complètement. Mais donc c'est une petite mention à part. Alors, il y a quand même des banques qui prennent des engagements statutaires forts, hein, tels que Bicorp aussi, avec des labellisations Bicorp. Il faut quand même avoir conscience qu'il y a cette approche ESG, mais elle n'est pas suffisante. C'est une condition. Le diagnostic carbone, c'est une condition également. Ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, ce qui est déterminant, et on le voit bien ici, et c'était d'ailleurs le témoignage de Magali, c'est la relation que l'on a avec la personne que l'on accompagne dans son investissement. Eric, peut-être préciser encore une chose sur justement cette difficulté également à concilier à la fois ESG, peut-être, ces critères, ce bilan carbone, cet accompagnement, cette démarche d'impact positif, et aussi cet accompagnement que l'on doit de proximité avec les entreprises que l'on finance. Oui, alors effectivement, une banque régionale, vous en avez tous une. Hein. Enfin, je ne sais pas si elle est régionale, mais vous avez tous une banque. C'est avant tout des hommes et des femmes, et puis un peu d'informatique, une marque, voilà. Mais c'est quand même avant tout des hommes et des femmes. Notre trésor, c'est quand même la relation qu'on a au quotidien, la relation d'accompagnement. Et donc, si on veut réussir la transition, évidemment, il faut faire une transformation aussi culturelle. Donc nous, quand on a été labellisé Bicorp, et encore une fois, je le dis avec beaucoup de modestie, on n'est qu'une petite banque régionale, quand on a été labellisé Bicorp, c'était autant pour l'interne que pour l'externe. C'était pour montrer que il faut bouger et qu'on est capable de bouger. Et si on était la première banque à être labellisée Bicorp en France, ça a donné beaucoup de fierté aux équipes. Après, on a travaillé sur notre mission avec nos administrateurs, avec des groupes de collaborateurs, avec les représentants des collaborateurs. Et pareil, on a ancré justement notre besoin, notre désir d'impact. Et puis enfin, dernière étape, comme je l'ai dit, on l'a ancré dans le quotidien des conseillers en demandant un diagnostic, alors qui est certes encore assez basique, mais un diagnostic pour chaque dossier de crédit, ce qui permet d'en faire vraiment un acte du quotidien et pas un acte... Voilà, une sorte de rêve de la direction qui est revenu d'un séminaire à la CEC et qui veut changer le monde, quoi. Vous voyez, donc on veut vraiment en faire quelque chose de très concret et de très mobilisateur. Et ouais. Alors, il reste 5 minutes. Je voudrais quand même qu'on assiste. Combien ? C'est la conclusion ? Alors, non, j'aurais bien voulu qu'on parle un peu de formation justement du financier. Et j'aimerais bien savoir finalement, ce financier-là, de demain,
Ah, il y a des questions? Oh. Alors, pas de temps. Questions? J'ai conscience que la CEC est en train de devenir une usine à frustration. On va réfléchir à la meilleure façon de pouvoir continuer ces débats. Un tour de clôture? Peut-être un tour de clôture. Je voulais juste attendre. Ouais. Les questions, alors. Prenez la parole. Non, je fais un tour de... Ah. Non, écoutez, vous aurez le plaisir de discuter avec les différents intervenants au cours du déjeuner. Donc, on va faire un petit mot de clôture et je vais demander à chacun de clôturer cette table ronde. Je suis vraiment désolé, Françoise. Ce sera juste après. Oui, oui, oui. Je suis pour. Hein. Alors, si tu as l'assentiment de tes collègues, Françoise, tu poseras ta question. Et nous sommes tiraillés entre deux frustrations collectives ici, qui est les questions et le temps en camp de base. Donc, on est en train de prendre sur l'un ou sur l'autre. La question de Françoise. C'est Oriana. Oui, donc ma question va être plutôt sur le rôle des fonds en fait, d'investissement plutôt que sur la partie bancaire. Et merci pour toutes vos interventions. Et c'est vrai qu'on est frustrés parce que c'est très intéressant ce que vous avez raconté et en même temps, c'est ce que vous faites vous tous les jours, un peu tourner sur vous-même. Et nous, on a envie de savoir aussi comment on fait plus en termes de transition écologique. Ma question sur les fonds. Aujourd'hui, on dit qu'on prend en compte les critères ESG pour aller investir, y compris les fonds à impact. Mais je n'ai pas vu, moi, dans mon parcours, qui est assez long en LBO, avec plusieurs fonds, je n'ai jamais vu un fonds qui a accepté de me dire « je baisse mon TRI pour que tu fasses plus pour l'écologie ». Et là-dessus, je voudrais vraiment, sincèrement, je ne suis pas en vindicatif ou en messie, votre avis, comment on fait, nous, président de conseil de surveillance, dirigeant, CEO, comment on fait pour les faire changer? Qu'est-ce qu'on fait pour dire, au lieu de 15% de TRI, je vais te faire 4%, je vais faire la transition? Donnez-nous votre avis, où on en est. Alors, je pense que vous ne nous aviez pas rencontrés. Alors, je ne vais pas vous donner le montant du TRI, mais en attendant, nous, on fait justement on éduque nos investisseurs, parce qu'avant tout, c'est ça le problème. Hein, c'est auprès de qui on lève nos fonds. Et donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent à l'impact. Mais quand on a commencé il y a 11 ans, ce n'était pas forcément le cas. Et aujourd'hui, du coup, on ne vend pas à nos investisseurs un TRI extrêmement élevé. Évidemment, on reste un fonds d'impact, un fonds d'investissement. Donc, on aura besoin d'un retour sur investissement. Mais des entreprises qui sont résilientes et qui ont un impact et qui vont vers une économie que nous, on qualifie de régénératrice, elles ont un boulevard devant elles aujourd'hui et il y a un marché, donc elles vont croître. Donc, nous, on n'est pas inquiets sur le TRI. Il ne sera peut-être pas de 20%, mais il y aura un TRI derrière. Et d'autre part... Non, pas forcément. Dans la salle, on a quelques entreprises d'ailleurs dans lesquelles on a investi et qui sont au courant. Donc il y a les marmites volantes notamment, il y en a Mimosa, les coteaux nantais ici et Ceti qui auraient dû être là et ils savent comment on fonctionne. Et notamment, l'impact est si important pour nous qu'on a même accepté de caper notre carried interest. Donc, pour vous donner un peu plus... c'est un terme très financier. C'est le retour selon le retour sur investissement, c'est la manière dont le fonds est rémunéré. Donc, nous, on capte ce montant que l'on est censé toucher selon l'évolution du niveau d'impact de notre portefeuille. Donc ça vous prouve un peu notre engagement sur le sujet. Donc à la fois on reste
un fonds d'investissement qui a besoin d'une rentabilité, mais pas forcément aussi élevée, et on travaille sur l'évolution de l'impact de notre portefeuille. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Juste un mot pour, parce que ça va permettre peut-être de conclure le sujet. On travaille avec le nouveau groupe Finance sur le LBO à impact. Et donc c'est justement avec des dirigeants d'entreprises qui sont sous LBO. Il doit être là d'ailleurs. Voilà, il est là-bas. Et donc, typiquement, on s'est posé ce type de questions. Et l'objectif, c'est de voir si on peut avoir, je sais pas, on n'a pas encore complètement défini notre livrable, mais peut-être une charte de bonne conduite. En tout cas, réfléchir et voir ce qu'on peut proposer pour avoir un LBO à impact. Et notamment, peut-être conditionner la déductibilité des intérêts, qui porte une partie de la performance du LBO, mais qui est sans contrepartie sociale. Bien, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir accepté de condenser en un si court moment un débat qui aurait pu être aussi riche. Donc, on va passer à la séquence suivante. On peut encore les remercier pour le temps qu'ils ont passé avec nous.